Merci à vous, Chérif Ahmed Tidiane Diop, pour la présentation du journal. Mesdames et messieurs, merci encore de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média. Nous en sommes à votre émission Soir d'Info, qui a l'honneur et le plaisir donc de recevoir l'honorable député Babacar Abambaye, député non inscrit, membre de Taxawu. Bonjour honorable, bonsoir. Bonsoir cher. Alors, merci pour l'invitation. Voilà. Merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation. Alors déjà, avant d'entamer, de parler de ce thème Clio à l'Assemblée nationale, nous aimerons dans un premier temps aborder ce sujet relatif à Taxawu avec, la démission de pas mal de cadres, il y a de cela 24 heures, je pense bien. Alors comment vous l'avez vécu au sein de votre coalition dirigée par Khalifa Sall? Non, moi je l'ai vécu comme un non-événement. C'est un fait politique. D'abord, Taxawu Sénégal n'est pas un parti. Taxawu Sénégal est une plateforme avec plusieurs organisations, des gens qui viennent d'autres partis. Puisque rappelez-vous que Taxawu a été mis en place en 2014, lorsqu'on avait dit à Khalifa que tu ne pourrais plus être candidat pour la mairie de Dakar. Des hommes et des femmes comme lui, maires comme lui, avaient jugé opportun de créer un cadre pour défendre leur bilan. Les Dakarois avaient répondu massivement et chemin faisant, Taxawu Dakar est devenu Taxawu Sénégal. Aujourd'hui, après les élections présidentielles, nous avons traversé par pas mal de questions. Qu'est-ce que va devenir Taxawu? Certains nous disent, vous devez même changer de nom. D'autres nous disent, vous devez devenir un parti politique. Et ce qui inclut à ce que les partenaires intègrent Taxawu Sénégal. D'autres nous disent, vous devez changer d'organisation. Cela vient s'ajouter à d'autres questionnements. Qu'est-ce que vous allez faire pour les élections législatives? D'autres nous disent qu'il faut aller cheminer tout seul. D'autres nous disent qu'il faut aller avec les gens avec qui nous partageons les mêmes valeurs. D'autres nous disent qu'il faut mettre une intercoalition, une grande coalition qui intègre tous les partis de l'opposition. C'est des questionnements qui nous traversent de part en part et auxquels nous n'avons pas encore répondu. Donc, dire qu'il faut aller rejoindre le parti présidentiel alors que ce parti-là n'a exprimé aucune opinion ou aucune volonté de travailler avec les autres, je pense que c'est aller plus vite que la musique. Le moment est difficile pour Taxawu, mais c'est le moment des hommes dignes, c'est le moment des hommes patients, c'est le moment des hommes lucides qui savent qui ils sont, ce qu'ils veulent faire. Et le projet que nous avons ensemble, c'est de garder une bonne formation politique qui a son impact et son rôle dans le champ politique. Ça implique que ceux qui veulent rester restent, ceux qui ne veulent pas partir partent. Moi, j'aurais été fier de mes camarades. Ils m'auraient dit, nous ne sommes plus d'accord avec le fonctionnement de Taxawu, nous ne nous sentons plus bien à Taxawu, nous allons mettre en place un projet politique alternatif. Je vous aurais dit, bravo les gars, vous avez peut-être un courage que nous n'avons pas. Mais sortir pour essayer de se faire sur le dos de Taxawu, c'est faux dans le fond et malhonnête dans la forme. Alors ces cadres qui sont partis reprocheraient à votre leader, en l'occurrence Khalifa Sall, d'avoir des accointances avec le Parti Socialiste. Est-ce que si le Parti Socialiste avait décidé pendant les élections présidentielles de soutenir Khalifa, on les aurait rejetés? Pendant les élections présidentielles, nous avons cherché à discuter avec tout le monde pour chercher des alliés, des partenaires. Il y en a qui nous avaient promis, qui sont venus, d'autres qui ne sont pas venus. Vous savez, on est dans un champ politique où Mimi Touré, tête de liste de Benno Bokk Yakaar, s'est allié avec le parti en place et aujourd'hui est nommé. On est dans un champ politique où le PDS qui a voulu le report des élections présidentielles est allé avec la coalition qui actuellement gère le pays. Donc, qu'on nous dise qu'il faut parler avec un tel ou un tel, c'est absolument insupportable. Aujourd'hui, on est dans un champ politique où tout le monde se parle. Certains nous font des propositions comme on l'a dit. Maintenant, aucune décision n'est arrêtée. La vérité est qu'aujourd'hui, que ce soit le Parti social, que ce soit nous, que ce soit Benno ou tous les autres candidats, on a été aux élections. On n'a pas gagné. À partir de là, il faut réfléchir à partir de notre position. Un pays contribuer à son développement, à son fonctionnement, c'est ceux qui sont au pouvoir et qui gouvernent et ceux qui sont dans l'opposition qui aident ceux qui sont au pouvoir à mieux gouverner. C'est ça la dignité politique. Voilà, donc là maintenant pour en revenir à ce thème régulier dont je viens de parler à l'Assemblée nationale entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'opposition qui est majoritaire quand même au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que tout est parti de cette déclaration d'Ousmane Sonko qui, je le rappelle, disait que si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas modifié à la date du 15 juillet, Ousmane Sonko dit qu'il ferait sa déclaration politique devant une assemblée citoyenne. Alors vous, c'est un débat qui est réglé, puisque les gens ont modifié le règlement intérieur. Justement. Moi, je fais partie de ceux qui ont voté contre, puisque moi, je me dis que quand on est en face de l'histoire, il faut toujours prendre ses responsabilités. Ce que l'Assemblée a fait, c'est un déni de responsabilité. Je l'avais dit. En modifiant, disons, oui, je le règlement intérieur.
On nous demande de changer le règlement intérieur. Vous savez qu'il y a énormément de choses à changer sur le règlement. C'est parce que vous aviez le pressentiment que même si on change le règlement intérieur, Ousmane Sonko ne viendrait pas faire sa déclaration politique. J'ai acquis cette conviction-là depuis longtemps. Aujourd'hui, lorsqu'on a la possibilité de changer le règlement, changeons-le dans le fond. Même si tous les textes ne sont pas appliqués pour des questions politiques ou de finances publiques, au moins on aura laissé pour l'histoire. Alors, quelle est cette partie du règlement intérieur qui a été indexée justement par... Justement, c'est les éléments liés au Premier ministre qui avaient été sortis du règlement intérieur et qui finalement ont été réintégrés. Certains considèrent que ça a été enlevé frauduleusement. Non, c'est juste que ça a été sorti lorsqu'on a enlevé le poste de Premier ministre. Quand le poste de Premier ministre est revenu, ça n'a pas été réintégré. Donc, ils ont fait le choix de réintégrer uniquement ces aspects-là et de ne pas corriger tous les aspects liés au règlement intérieur qui n'est pas conforme pour un parlement du niveau comme on a au Sénégal. Et finalement, c'est passé et que vous attendez... Finalement, c'est passé. Moi, je leur avais dit, attention, faites face à l'histoire, changez ce règlement intérieur. Ce nouveau règlement intérieur n'est même pas encore promulgué, qu'ils reçoivent ce nouveau texte du président de la République, qui est un texte politiquement assez diabolique, comme je l'ai dit, puisqu'il leur demande d'humilier leurs camarades de parti. Vous, Benno est majoritaire, vous demandez à Benno de dissoudre le Haut Conseil où ils sont majoritaires, vous demandez à Benno de dissoudre le Conseil social environnemental où ils sont majoritaires. C'est une démarche assez politique qui, dans la forme, moi, me pose problème. D'abord, moi, je pense que le ciment de la République, c'est l'élégance. On ne gouverne pas un pays avec les émotions des réseaux sociaux. On gouverne un pays avec sa foi de républicain. J'aurais été fier de voir le président Diomaye recevoir la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, lui dire que je vais procéder à la dissolution du Haut Conseil. Je vais l'informer pour telle raison. Et à la sortie, qu'elle fasse une déclaration pour l'histoire et pour la République. Le faire pour Abdoulaye Daouda Diallo, mais se lever un matin, balancer un courrier dans les réseaux sociaux, et parce qu'on nous dit que c'est un engagement de campagne, je pense que c'est pas élégant sur le plan de la République. Maintenant, dans le fond, on nous dit que c'est... Je ne crois pas, moi, à cette politique qui concerne à rationaliser les dépenses publiques. Parce qu'ils ont pensé véritablement que, disons, c'est des structures budgétivores, oui, mais en l'occurrence la HCCT, mais également le Conseil économique, social et environnemental. Attention, nous sommes un pays qui n'a pas assez de médecins. Nous sommes un pays qui n'a pas assez d'enseignants, d'où les classes multigrades. Nous sommes un pays qui n'a pas assez de policiers, d'où l'insécurité. Nous n'avons pas assez d'inspecteurs des impôts, assez de douaniers. Nous sommes un pays sous-administré. Nous sommes un pays sous-administré. Je ne crois pas à cette politique du rabot où on va raboter. Il n'y a pas de gras dans ce pays à raboter. Pour moi, faire croire aux gens que nous avons rationalisé les dépenses publiques, alors que nous savons depuis presque une décennie que le problème du Sénégal, c'est que 70% des dépenses publiques sont exécutées par des structures autonomes. Alors, ce qu'on aurait attendu, c'est qu'on nous élimine un certain nombre de structures, mais ils sont en train de nommer à tout va. Moi, je suis partant pour qu'on travaille, pour qu'on ait une politique autour de la qualité de la dépense publique. Parce que c'est la qualité de la dépense publique qui fonde l'efficacité de la dépense publique. Aujourd'hui, on aurait pu me dire, écoute, on remet les choses à plat. On garde le Haut Conseil, on garde le Conseil économique social, mais on s'arrête pour dire que ce sont des fonctions qui ne sont pas rémunérées. Le président n'a droit qu'à un cabinet limité. On ne lui donne pas la possibilité de recruter des charges de mission à n'en plus finir. Au niveau des sessions et je suis sûr et certain que si on enlève le salaire, si on baisse les charges, on peut passer de 15 milliards à 10 milliards de budget. Moi, je suis convaincu que la démocratie qu'on a au Sénégal mérite qu'on ait des institutions stables. Si on veut dire qu'on est une grande démocratie, comme on aime bien donner les leçons maintenant, il ne faut pas être une démocratie uniquement électoraliste. Mais il faut stabiliser nos institutions. Est-ce que justement le choix de ceux-là qui nous représentent au niveau de ces deux chambres-là, le choix ne pose pas problème, puisque c'est essentiellement le président de la République en tant que tel qui en a juste, qui choisit les hommes ou peut-être les dames. Les objections sont là, moi je les accepte. Je disais par exemple pour le Haut Conseil, qui est la chambre des territoires, qui était une directive communautaire proposée par les assises, par la CNRI, je suis d'accord qu'on me dise qu'aujourd'hui le Haut Conseil doit servir à quoi, alors que ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à régler la grève des collectivités territoriales. Et la vérité même que je me dis, c'est est-ce qu'ils ont été impliqués dans ce conflit-là? On peut me dire qu'au niveau du Conseil social, il y a les syndicalistes qui gagnent de l'argent, il y a la société civile, d'où l'affaissement qu'on a du corps syndical au Sénégal. J'accepte toutes les critiques, j'accepte toutes les expressions. Est-ce que ça signifie qu'on doit les enlever? Je ne le pense pas. Si toutefois ils ne jouent pas le rôle, on peut les repenser. On peut les repenser, on peut les remodeler. Voilà, justement, on peut véritablement que ces deux structures jouent véritablement le rôle justement, attendu par les citoyens. Je suis ouvert au débat sur le remodelage, sur la réorganisation. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on me propose un texte où on me dit on ne modifie que l'article 6 de la Constitution, où on dit que les institutions de la République, c'est le président, c'est le gouvernement, c'est l'Assemblée, c'est le corps judiciaire.
juste cet article-là et on purge de la Constitution les éléments liés au Conseil économique, social et environnemental, alors que dans 6 mois, tu peux revenir en nous disant que maintenant, c'est ça les institutions du projet. Maintenant, nous allons fusionner les deux structures. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on gouverne un pays, on a gagné avec 54%, ok, mais on gouverne un pays avec 54% du fichier et les 46 qui n'ont pas voté pour vous et pour les 20 millions de Sénégalais, pour que ce président ou ce régime-là se dise qu'on a maintenant une intangibilité de la question du mandat. On ne veut plus dans ce pays de débat de mandat. On a réglé ce problème-là. Tout le monde sait que c'est 2 mandats de 5 ans. C'est fait, c'est calé. Maintenant, le grand chantier, c'est d'avoir une stabilité institutionnelle. On veut avoir une clarté. Quelles sont les institutions de la République sénégalaise, plutôt qu'à chaque mandat, qu'un président arrive avec ses propres institutions. Et là, vous soupçonnez que le président Diomaye dissout, disons, comment ça s'appelle, ces 2 institutions et pourrait éventuellement revenir et le remettre en place, comme ce fut le cas déjà avec Abdoulaye Wade, qui avait, pour rappel, dissous, disons, ces structures avant de revenir là-dessus. J'ai bien épluché leur programme, je les ai bien lus. Sur la partie institutionnelle, ils ne proposent pas d'institution. Mais sur la question de la rationalisation des dépenses publiques, ils avaient proposé une commission des finances publiques avec des financiers, avec des trucs, pour travailler à ce qu'ils appellent la rationalisation de la dépense publique. Moi, je n'augure de rien, mais je connais le fonctionnement du pays, je connais la pression politique, je connais aujourd'hui les orientations qui peuvent venir lorsqu'on avance un peu plus dans le gouvernement. Ce que ce régime doit faire, c'est apprendre à construire des consensus sur beaucoup de sujets où les gens font une affaire personnelle. Quand j'entends certains ministres parler où ils ont fait une affaire personnelle, quand je prends le ministre de l'Agriculture dit ramenez-moi de l'eau partout et je vais mettre de l'agriculture partout. Mais on te ramène de l'eau à toi ou c'est la souveraineté alimentaire du pays? La question de fond, c'est la capacité que nous avons à construire des consensus forts et créer une stabilité qui permettra à tout gouvernement d'avoir une politique sur le long terme. Et j'en prends l'expression du Premier ministre qui dit que lui, il n'est plus dans l'urgence, il n'est plus dans le court terme, il se profile, il se projette maintenant sur le long terme. Mais le long terme demande de la vision, demande du débat, demande de l'inclusif, pour qu'aujourd'hui, qu'on ait des accords, qu'on ait des congruences et qu'on puisse faire avancer nos pays en misant sur des institutions stables, durables, efficaces. Alors, nous le savons, demain, donc, la commission des lois de l'Assemblée nationale va se réunir pour discuter, en tout cas, de ce projet de loi. Tout à fait. À la dissolution de ces 2 chambres que sont le HCCT, le Conseil des collectivités territoriales, mais également le Conseil économique, social et environnemental. Demain, donc, va se tenir donc, cette réunion. Mais vous n'avez pas l'impression, honorable, que l'on s'achemine véritablement vers un blocage de ces institutions, sachant que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale semble en tout cas prendre une décision bien avant d'en arriver à ça. Je n'augure rien. Je ne suis pas en mesure de dire qu'ils vont voter pour ou qu'ils vont voter contre. Certains qui se pensent très politiques disent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent voter pour. Mais on verra ce qu'il faut faire. Mais je le dis et je répète, moi je fais partie de ceux qui croient en la République et je l'ai dit, le ciment de la République c'est l'élégance. Dans la République tout est élégance. Quand on a ce sentiment d'être républicain, quand on sait c'est quoi, quand on a la République en soi, on érige l'élégance en principe cardinal. Et je pense que je n'aime pas l'humiliation, je n'aime pas l'écrasement, je n'aime pas les passages en force. Je suis convaincu que beaucoup de portes sont ouvertes dans ce pays-là. Les gens sont plus ouverts à soutenir ce régime qu'ils ne le pensent. Maintenant, il peut y avoir des vulgaires de campagne, que chacun reste à sa place. Mais tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent dans ce pays. Tu ne peux pas empêcher aux gens, au fond d'eux-mêmes, de rêver du mieux pour ce pays-là. Et aujourd'hui, s'ils en arrivent, eux, à bloquer, je les comprendrai parfaitement, puisque tu me demandes, moi, de faire le sale boulot. Puisque tu vas dire l'Assemblée, attends d'avoir ta majorité. Ouais. Si aujourd'hui, je suis républicain au point de dire, écoutez, faisons le boulot, votons, je les apporterai à demain. Abdou a déjà donné un tout petit peu l'alerte dans une note qu'il a eu à écrire. Il n'a pas été vraiment tendre avec le Premier ministre. Mais personne ne dit, c'est une manœuvre politique. C'est une manœuvre politique qui consiste à dire quoi? S'il ne vote pas, il va dire au Sénégal, vous voyez, moi je veux travailler, je suis prêt à travailler, j'ai mes chantiers, mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas ma majorité. Donnez-moi la majorité la plus forte possible. Si les gens votent, ils vont dire, vous voyez, mes réformes passent, les engagements que j'ai pris auprès de vous Sénégalais, je suis en train de les respecter. Donc, que ce soit à l'envers ou le revers, il veut sortir gagnant politiquement. La question, elle n'est pas fondamentalement politique. Il n'y a pas que la politique dans la vie de la nation. Il y a des choix forts. Et aujourd'hui, il est important
qu'au sortir de cette situation-là, qu'on ne puisse pas nous générer encore des conflits qui vont donner l'impression aux Sénégalais que les politiques ne savent que se déchirer. Les gens ont envie d'avancer sur certaines choses et demain ou lundi, s'il arrive que Benno vote contre ou vote pour, j'aurais le sentiment que s'ils votent contre, que c'est le fait d'une certaine provocation, que les gens ont du mal ont raison de ne pas accepter. S'ils votent pour, j'applaudirai leur esprit républicain, comme pour tous les gens qui pensent qu'ils ont pris des engagements et de leur respecter leurs engagements. Alors, le président de la République a fini de consulter le Conseil constitutionnel sur la question de la dissolution, disons, de l'Assemblée nationale, et une date lui a été donnée à partir de laquelle, en tout cas, il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale si toutefois le projet de loi ne passe pas. Le président de la République n'a pas consulté le Conseil constitutionnel maintenant. C'est une information qu'on a fuitée là pour faire quoi aux gens. Parce qu'hier, on a vu sur le plateau de la RTS un de ces... oui, le président a consulté le Conseil constitutionnel bien avant. Ouais. Il ne s'agit pas... Parce que le 12, c'est l'installation de l'Assemblée. Ouais. Donc le 12, on aura 2 ans. Donc pourquoi avoir besoin de consulter le Conseil constitutionnel pour vous confirmer le 12? Non. Et là, vous pensez que c'est juste des manœuvres? Ils ont consulté le Conseil constitutionnel pour savoir est-ce qu'on pouvait dissoudre au mois de juillet. Voilà. C'était pas pour le 12. Et le Conseil constitutionnel a dit, vous respectez les 2 ans, vous ne pouvez pas dire. C'est pour ça que certains sont agités, les Mimi Touré, les trucs. Bon, on a vu que d'ailleurs, elle a été casée. Mais c'est ça, et c'est bien de voir que le Conseil constitutionnel reste l'arbitre du jeu électoral. Il reste d'autres questions à régler, la question du parrainage, la question du dépôt des cautions, où le code électoral et les textes ne sont pas en adéquation. Mais moi, je suis aussi comme hier, un journaliste m'a posé une question, à savoir quel est mon avis sur l'insécurité qui règne dans le pays. Je lui ai dit, mais c'est pour ça que nous voulons un marathon budgétaire. Pour ça que le jour où le ministre de l'Intérieur viendra un marathon budgétaire, quand nous regarderons le programme 2009 portant sécurité publique du ministère de l'Intérieur, nous pouvons dire est-ce que l'État est en train de faire des efforts, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de dissuasion, parce que nous n'avons pas assez de policiers, assez d'éléments, parce que le pays n'a pas assez de moyens, comme je l'ai dit. C'est pour ça que je commençais mon propos par dire que nous sommes un pays sous-administré. Aujourd'hui, si nous avons envie de mesurer les efforts du gouvernement sur les secteurs qui nous sont chers, mais on a besoin de débat. C'est pour ça qu'on ne souhaite pas que les gens puissent dissoudre avant le budget. L'année dernière, on a voté le budget le 30 novembre. Je pense qu'il laisse les gens débattre sur le budget. On n'a pas eu de DOB, débat d'orientation budgétaire. On n'a pas eu de DPG. Le seul moment pour nous de lire ce que le gouvernement va faire, c'est à travers le budget. Et c'est un moment de débat. J'espère qu'on ne va pas nous priver de ce moment-là, qui est un moment important, puisque en dissoudre au mois de septembre et dissoudre à la fin de novembre après le budget, les gens pensent que c'est juste une question de jours, mais ça va au-delà. C'est une question de débat, d'idées, de clarté et de pacte et de sens républicain. Alors, honorable, jusqu'où peut mener, disons, ce blocage institutionnel finalement? Attention, si on parle de blocage institutionnel, on donne, la Constitution peut donner au président de la République les prérogatives de prendre les pouvoirs exceptionnels. On n'en est pas là. C'est-à-dire la possibilité pour le président de gouverner outre sans passer par l'Assemblée outre. On n'en est pas là. Il n'y a pas de blocage. Le président de la République est clairement conscient qu'il n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Le président de la République est clairement conscient que ceux qui sont au Conseil et ceux qui sont au Conseil économique et environnemental sont des proches de la coalition en place. Maintenant, si lui décide d'introduire un texte de loi portant suppression de ces institutions-là, il est clairement conscient des enjeux qu'il y a de l'intérieur. Il le sait. Donc, le texte peut être rejeté, comme le texte peut être approuvé. Alors, maintenant, dans les deux cas, il faut être prêt à la rejeté. Quelle devrait être, à ton avis, l'attitude du président de la République? Mais aucun. Si le texte est rejeté, il devra patienter d'avoir sa majorité. Maintenant, ils pourront faire le coup politique derrière en disant, vous voyez les Sénégalais, ils nous bloquent, ils nous empêchent de travailler, ils ne sont pas d'accord avec nous alors que ces institutions ne servent à rien, ainsi de suite. Et elle a des anticipés pour le gain sera uniquement politique pour eux. Après, une fois qu'il aura sa majorité, il pourra dissoudre ces institutions. Mais cela pourrait prendre du temps, peut-être les élections anticipées pourront... Oui, mais ce ne sont pas des chambres de délibération ou législatives comme l'Assemblée. Si c'était l'Assemblée, on aurait pu être dans une autre situation, mais ce n'est pas le cas ni au Conseil ni au Conseil économique. Je pense qu'un mois ou 2 mois de plus, la République a largement le temps de patienter pour cela. Alors, honorable, je pense qu'on pourrait également apporter d'autres questions. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème de sécurité. C'est vrai, des experts disent que c'est un sentiment que les gens ont, mais en réalité, il n'y a pas de problème de sécurité. Il y a juste, disons, des cas isolés, ça et là. Si, il y a un problème de sécurité. Je pense qu'il y a un problème de sécurité. D'abord,
quand il y a eu les événements de mars 2021, nous avions pensé que la police nous avions suffisamment de sécurité dans ce pays pour résister à n'importe quelle situation, mais le pouvoir était dans la rue. Quand le président Macky Sall a suréquipé la gendarmerie, est sorti en disant aux gens que lii dootu fi amati, mais on a vu après que amaan na fi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le général Moussa Fall nous disait que notre offre de sécurité est compromise, on n'a pas voulu l'entendre parce qu'il y a eu l'affaire du Jakarta, l'affaire des cocktails Molotov. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, puisqu'on a entendu Ousmane Sonko faire un live et dire aux Sénégalais, policiers, vous êtes 1000 fois plus nombreux que ces gens-là. Si vous sortez massivement, ils ne vous résisteront pas. On a assisté à des scènes terribles où les Sénégalais ont pourchassé, blessé, voire même porter atteinte à l'intégrité de certains policiers. L'effet de dissuasion ne sont pas là parce qu'on n'a pas suffisamment de force par rapport à l'explosion démographique qu'on a. On n'a pas assez investi dans l'explosion de certains quartiers. Quand vous entrez dans des maintenant Guinaw Rail, Keur Massar, l'explosion démographique de ces quartiers-là, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'accompagnement. On doit repenser notre offre de sécurité, aussi bien sur la sécurité de proximité d'abord. Est-ce qu'on ne devrait pas faire revenir la police municipale? Je l'avais dit au ministre de l'Intérieur, la police de proximité, ce n'est pas le fait des ASP. La subsidiarité, la proximité, les cultures territoriales. Est-ce qu'on ne devrait pas faire revenir la police municipale pour que la dissuasion soit au plus proche des populations? Est-ce que comme on a équipé la gendarmerie, le moment n'est pas le moment venu de faire un grand programme d'équipement de la police où les gens vont faire voir les policiers faire des rondes dans les quartiers la nuit, être présents au quotidien comme on le voit à certains acteurs stratégiques. Aujourd'hui, on devrait dépasser le fait d'avoir des policiers qui surveillent ou qui sont positionnés sur des stations du BRT pour être au cœur des quartiers. Je pense que c'est un sentiment que les gens ont besoin de. Moi, j'habite dans un quartier Sacré-Cœur 3 où on n'attend pas la police. Nous avons dû cotiser nous-mêmes pour recruter des gardiens, assurer la sécurité, et les gens le font dans beaucoup de quartiers. Donc il est important que ce soit l'objet d'un consensus, et ce sera intéressant de voir quels sont les efforts de l'État pour assurer la sécurité, pour que demain ce qu'ils ont eu à faire n'arrive pas, parce que si l'État et le président Macky Sall a signé sa reddition, c'est parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Voilà, justement, donc je pense que aussi cette question-là elle est essentielle, puisqu'on en parle quand même depuis quelques jours avec ces scènes de violence, mais également il y a cet aspect, j'allais dire, l'histoire, l'immigration clandestine. Tout à fait. Hier, on a vu le Premier ministre espagnol qui a séjourné au Sénégal c'est clair. Et qui a croisé, disons, le chef de l'État, mais derrière, donc on pense que par rapport au protocole d'accord, il y a des non-dits. Mais bien sûr qu'il y a des non-dits. Vous allez en Italie, vous allez en Espagne, vous voyez tous ces Sénégalais qui sont parqués dans les centres. La question qui se pose pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas les garder. Est-ce qu'ils vont nous les ramener et dans quelles conditions? Je pense que la visite du Premier ministre, c'est un peu espagnol, c'est un peu de sonner l'alerte, de tendre la main au gouvernement sénégalais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous déployer comme politique? Rappelez-vous, quand il y avait eu, à l'époque, ils étaient venus au Sénégal, ils avaient financé un certain nombre de choses. Je me rappelle les écoles ateliers à Saint-Louis, ils avaient financé beaucoup de projets de jeunesse. On a développé beaucoup de projets, mais la question de base aujourd'hui qui se passe, c'est que c'est un sujet très profond pour nous, et que les gens doivent apprendre à traiter avec beaucoup plus de lucidité. Si nous n'arrivons pas, dans les années à venir, à transformer notre économie pour créer le maximum d'emplois, je pense que nous n'avons pas, pour l'instant, les moyens d'arrêter ce phénomène-là. Je pense qu'il est important que le gouvernement, d'où l'important qu'il y a des fois à apaiser un pays, d'où l'important qu'il y a à allerger sa majorité, d'où l'important à être dans moins le vindicatif, dans moins la menace, à réconcilier les Sénégalais. Puisque nous sommes un petit pays qui explose en termes de démographie. Nous avons un budget de 5 000 milliards et tout tourne autour de la commande de l'État. Nous avons, je l'ai dit toujours, 200 000 fonctionnaires. Nous avons 300 000, 400 000 qui travaillent dans le privé. Nous avons 800 000 Sénégalais qui ont des emplois formels. Et les autres, comment ils font? Je pense que le moment est venu pour tout ça d'avoir une position qui ne peut être ni politique, mais qui soit républicaine, qui soit nationale, et qu'on apprenne tous à trouver des solutions. Sinon, on continue à investir. Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont dans ce sillage? Mais non, en fait, la question n'est pas de... Le problème, c'est de dire c'est ça la solution, c'est ça la panacée. La panacée, elle n'est pas dans le discours. La vision, nous sommes un pays qui investit, par exemple, chaque année 400 milliards dans le milieu de l'éducation, 400 dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire chaque année, nous mettons presque 1000 milliards, le tiers de notre budget,
est consacré à la jeunesse. Entre le budget du ministère de la jeunesse, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, nous sommes la jeunesse du pays prend le tiers du budget. C'est-à-dire sur une décennie, c'est presque 10 000 milliards que tu investis dans une génération pour avoir chaque année 300 000 jeunes qui sont dans le marché de l'emploi et 80% qui n'arrivent pas à trouver un truc. À moyen long terme, cette génération-là n'aura pas d'emploi, c'est-à-dire ne cotisera pas pour l'impôt, c'est-à-dire ne pourra pas créer des entreprises, mais c'est ta masse fiscale qui va s'atrophier alors que tu dépenses beaucoup pour cela. C'est le modèle économique de notre pays même qui est en cause. Ça demande une réflexion, ça demande une posture, en tout cas que les opposants doivent avoir. Et sur ces sujets importants comme l'emploi des jeunes, de savoir que le financement, comme on l'a vu avec Réunion Daouni, comme ça a été avec l'Ofegement d'Ablaye Wade ou le projet de Mirza d'Abdou Diouf, tout ça, à budget égal, c'est les mêmes efforts. Mais ce n'est pas la panacée. Comment faire pour trouver des solutions nouvelles? Je pense que c'est le défi d'une génération d'abord de la nôtre, nous les jeunes, et Diomaye de la même génération qui arrive au pouvoir, de parler à nos jeunes frères. C'est le défi de ceux qui sont au pouvoir, mais c'est le défi de toute une nation parce qu'il y va de notre survie. Oui, justement. Alors là, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant justement des impôts. Depuis quelque temps, quand même, le débat est très agité dans ce pays-là avec, disons, ces difficultés notées ça et là. Alors, est-ce que vous avez, j'allais dire, c'est quoi votre idée là-dessus? Parce qu'on a l'impression que c'est des impositions tout va et que finalement, ça pourrait quand même desservir. Je ne crois pas à la traque fiscale. Je ne crois pas à l'impôt. Quand vous connaissez un peu l'histoire de l'impôt, l'impôt est au cœur du pacte républicain. La nation, c'est un commun de vouloir de vue commune, comme Senghor l'a défini. Mais lorsque nous nous mettons ensemble, c'est parce que nous avons la conviction qu'il faut qu'on cotise, qu'il faut qu'on mutualise nos moyens pour pouvoir vivre ensemble de la manière la plus équitable possible. Le fait de brandir l'argument de l'impôt parce que ce sont des inspecteurs des impôts qui sont arrivés au pouvoir, pour moi est une chose qui doit corriger parce que cela a ses conséquences économiques. Beaucoup d'acteurs économiques qui ont des moyens refusent maintenant de bouger parce qu'ils ont la peur au quotidien. Mais il faudra également noter que sous le régime libéral, on parle également, disons, de la République, des juges. Avec des procès à tout va, condamnant des... Mais là c'est différent. Là, c'est la question de la recette au pays. Je l'ai dit, il y a des problématiques. Aujourd'hui, la grande problématique que nous avons, c'est le fait que l'assiette fiscale au Sénégal soit trop petite. C'est une portion congrue de la population qui supporte toute la masse fiscale. Les entreprises qui payent à l'État l'impôt sur la société, qui payent la CFE, sont les mêmes entreprises qui payent la contribution économique locale des cultures. C'est-à-dire qui supportent la charge du poids de l'État et des côtés territoriales. Le tiers de notre budget, c'est la douane, c'est le port qui nous amène 1000 milliards. Et le reste, c'est la fiscalité indirecte. C'est la taxe sur les activités financières, c'est la TVA et toutes ces taxes au quotidien qui ont un impact direct sur la structure de coût du pays. Donc, on a des problématiques. Comment élargir la base fiscale? Comment formaliser notre économie? Comment permettre à certains travailleurs comme moi qui créent d'autres revenus? Je paye mon chauffeur, c'est un revenu, il doit y avoir un impôt dessus. Si je déclare, je paye des bonnes chez moi, qui sont des femmes de charge qui travaillent, que j'aurais dû déclarer, qui doivent dû cotiser l'impôt sur le revenu. Je cotise dans mon quartier pour payer la sécurité, on paye des agents de sécurité, on crée de l'emploi, j'aurais pu être en droit de dire, écoutez, je vous déclare toutes ces charges-là, et en contrepartie, moi je défiscalise. Mais qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer qu'on va formaliser beaucoup d'agents économiques, on va formaliser notre économie et on va élargir notre aide fiscale. Et ça va soulager. Et si c'est spécifiquement par rapport à la question de la presse, le problème de la presse n'est pas un problème d'impôt. Si les gens prélèvent des impôts qu'ils doivent reverser, je le dis, ils doivent le reverser. Tout à fait. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont une masse de dépenses avec des recettes qui ne leur permettent pas de lâcher leur trésorerie. Ouais. Aujourd'hui, c'est un problème de modèle économique. Et la question, ce n'est pas de stigmatiser tel groupe, c'est de faire en sorte qu'on repense le modèle économique de la presse. Je pense que sur ce plan fiscal-là, il y a énormément de chantiers, plutôt que de vouloir courir après derrière quelques groupes de presse qui sont portés et mis en place par des Sénégalais méritants. Alors là, il y a peut-être le pétrole qui commence à être exploité dans notre pays et qui pourrait éventuellement peut-être soulager les Sénégalais par rapport aux difficultés que nous vivons actuellement. Je pense que sur cette question-là, on a été un peu trop... le volume de recettes ne sera pas si extraordinaire. Je pense que n'oubliez pas que nous avons... Cela, l'impression que le Sénégalais lambda a... Justement, c'est l'impression que le Sénégalais lambda a, c'est qu'on a commencé à explorer le pétrole. Je suis d'avis que quand un projet, par exemple, comme Teranga Yak, comme, je ne parle pas le puits Teranga Yak, comme le gaz to power va commencer, ça va permettre de désamorcer les prix de l'énergie. Ça sera très, très intéressant et extraordinaire pour notre économie. Mais il ne faut pas verser dans tout cela. C'est des perspectives qui s'ouvrent, réelles.
Mais aujourd'hui, nous devons réussir à réduire notre déficit. Comment faire? En évitant que nos devises s'envolent, en atteignant l'autosuffisance alimentaire, en réduisant notre vulnérabilité économique au choc extérieur. Pas parce qu'il y a un conflit en Ukraine et qu'on doit être fier qu'un président aille quémander du blé parce qu'on mange beaucoup, parce que les Nourènes et les Falènes mangent beaucoup de pain. C'était la picatonne. Donc pour moi, aujourd'hui, on a des défis. Parlons-en et travaillons tous à les soulever parce que, comme je l'ai dit, il y a trop de points sur lesquels notre belle petite nation est en difficulté et il ne faut pas la mettre en péril. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi. C'était Babacar Abambaye, député non inscrit, membre de Taxawu. Excellent week-end. Tout à l'heure, vous aurez votre magazine hebdomadaire. Il s'agit de Jakaarlo sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.